Permettez-moi aussi de dire un mot de remerciement au Festival de la spiritualité. Je voudrais remercier aussi, évidemment, le centre, c'est lui qui a organisé cet événement, la compréhension mutuelle, parce que nous pensons que ce n'est pas seulement une solidarité, mais c'est aussi un devenir en commun. Je voudrais aussi avoir une petite pensée à celui qui m'a introduit à ce festival, le professeur Panikal, dont on a parlé tout à l'heure, qui a été un homme réellement convaincu du dialogue et avec lequel j'ai passé des années très importantes d'échanges intellettuels e spirituali. La mia prima domanda, legata alla Somalia, legata al Kenya, è possibile scindere la parola Islam dalle associazioni che noi facciamo? Islam e fondamentalismo, oppure Islam moderato, come ci piace chiamare alcuni esperimenti politici, oppure Islam e guerra santa. Ecco, come è possibile scindere questi binomi in cui siamo abituati a ragionare quando parliamo di Islam ormai da tanti anni a questa parte? Ce que j'ai essayé de faire dans le livre et ce que j'essaierai de faire aujourd'hui avec vous, c'est essentiellement de passer certains messages. Dont les plus importants, c'est qu'il faut comprendre les nuances de ce qu'on appelle islam, parce que ce qu'on appelle islam n'est pas quelque chose d'uni et de monolithique, donc c'est quelque chose de très nuancé, et que pour comprendre véritablement les événements, il faut comprendre ces nuances. Le deuxième message, c'est que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman est en fait une partie intégrante de ce qui se passe dans l'histoire mondiale. En général, c'est une partie intégrante du phénomène de la mondialisation. Donc il n'y a pas un monde musulman qui est détaché du monde en général. Ce qui se passe dans le monde musulman, et je vais donner des exemples, c'est la continuité ou parfois ce sont des conséquences indirectes d'événements d'ordre international et de ce phénomène global qu'on appelle la mondialisation. Grosso modo, pour ne pas entrer trop dans les détails, vous vous rappelez tous qu'on avait vécu longtemps sur ce qu'on avait appelé la guerre froide et la confrontation entre deux blocs. Peut-être qu'on a considéré, surtout lorsqu'on vit en Occident, que le problème majeur, ou peut-être le problème unique de l'humanité, c'était le conflit entre l'Est et l'Ouest. Cette présentation n'est pas fausse, mais elle est tronquée. En réalité, il n'y avait pas seulement dans le monde, il n'y avait pas seulement les Russes d'un côté et puis les Occidentaux de l'autre côté. Il y avait beaucoup d'autres groupes humains, il y avait beaucoup d'autres peuples qui, eux, avaient d'autres aspirations et avaient d'autres projets. Et donc, effectivement, nous avions à l'époque un événement qui était inclassable, c'était la révolution iranienne de 1979, dont on ne peut pas dire que c'était une révolution pro-soviétique, ni une révolution pro-américaine. C'était une révolution qui était à la fois contre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. La révolution iranienne a engendré une réaction dans le monde sunnite, parce que comme vous savez, l'Iran est un pays chiite, et cette révolution qui au départ était une révolution pour la liberté a été complètement contrôlée par la suite par les ayatollahs, donc elle est devenue une révolution religieuse, l'Iran est devenu un État théocratique, et c'est un État théocratique chiite. Et on va observer à partir de ce moment-là une sorte de réaction dans le monde sunnite, c'est-à-dire l'ensemble du monde musulman hors de l'Iran. C'est à partir de là que le fondamentalisme musulman va de plus en plus s'aggraver, en considérant, puisque les chiites aujourd'hui veulent en quelque sorte conquérir le monde musulman par l'idéologie chiite, nous aussi, les sunnites, nous devons revenir à nos principes et être fermes et radicaux dans le principe. Donc, depuis la révolution iranienne, on assiste en quelque sorte à une sorte de compétition
entre deux fondamentalismes, le fondamentalisme chiite d'une part et le fondamentalisme sunnite d'autre part. Je dois remarquer que les frères musulmans, qui sont une des représentations de l'islam moderne, et pas tout l'islam moderne, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne se reconnaissent pas dans les frères musulmans, les frères musulmans, ils sont très forts en propagande, au point qu'ils ont fait oublier au monde qu'il y a une expérience de l'islamisme politique. La première expérience, ce n'est pas l'Égypte. La première expérience de l'islamisme politique, c'est le voisin de l'Égypte, c'est-à-dire le Soudan. Car il faut que ce soit clair de rappeler qu'en 1989, les frères musulmans ont conquis le pouvoir au Soudan au moyen d'un putsch militaire. Et c'est important à rappeler parce que ceux qui ont pris le pouvoir en 89, ils sont toujours les gouverneurs au Soudan jusqu'à aujourd'hui. Je ne pense pas qu'aujourd'hui le Soudan est un exemple de réussite, ni du côté politique, ni du côté économique. Donc, pour moi, la question, je pourrais répondre très simplement, si ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui un islam réformiste assez fort et assez présent dans ces pays. Pourquoi? Parce que les frères musulmans, ils acceptent la démocratie non pas comme une philosophie politique, mais simplement comme un instrument pour arriver au pouvoir. Donc, pour eux, la démocratie, c'est uniquement l'acte des élections. Une fois qu'ils arrivent au pouvoir, pour eux, voilà, la démocratie se termine là. Voilà le problème. Alors que pour les gens, les vrais démocrates, la démocratie, c'est une philosophie, c'est pas seulement un acte d'élection. Alors, pour que ça marche, il faut justement qu'il y ait des gens qui, tout en croyant à l'islam comme religion, ils croient aussi à la démocratie comme un principe de gestion politique dans le pays. Et si un jour vous trouvez quelqu'un qui à la fois il croit à la religion et aussi au régime démocratique, soyez sûr qu'à 99%, il sera parmi ce que j'appelle l'islam réformé. L'islam de la réforme. Parce que l'islam de la réforme, c'est l'islam qui essaie de concilier la foi religieuse de l'islam et certains concepts de la modernité, comme la démocratie, comme la rationalité, comme l'historicité, voilà, des choses comme ça.